Merci de cette intervention. Je ne pense pas que les choses soient aussi simples que vous l'avez présenté. Tu as des commentaires, s'il vous plaît, en ligne? Alors, quelles sont les exemptions pour montrer des DVD commercialement disponibles seront inclus? Aux États-Unis, il y a des exemptions didactiques pour visionnement à la maison ou en salle de classe si c'est une situation d'enseignement. Pourquoi est-ce que les Canadiens devront se voir refuser ce même privilège alors que nous devons livrer une concurrence pour les étudiants et les ressources? Mon nom est Richard Petit, je suis un auteur, compositeur, interprète. Je suis aussi membre du conseil d'administration de Artisty, société de gestion pour la copie privée. Et juste pour... mon discours risque d'être un peu émotif parce que je représente des auteurs-compositeurs et des interprètes. Et je suis aussi auteur-compositeur-interprète. Et on vit présentement un bouleversement majeur sur la façon de présenter nos œuvres, la façon qu'elles sont diffusées, comment on réussit à rejoindre le public. Et il est vraiment l'heure et le temps que ça devienne une priorité à ce que toutes ces nouvelles formes de support-là, et quand j'entends les discours des autres qui disent « Oui, il ne faut pas pointer du doigt les gens en leur disant « c'est des criminels, ils téléchargent », c'est maintenant un acquis dans la société. Les gens vont toujours télécharger maintenant la musique. Quand on dit qu'on ne vend plus de CD parce que le monde télécharge, c'est vrai parce que c'est toute une nouvelle forme. Et nous, on s'en va dans un environnement qui est plus vert. On n'a plus besoin de faire imprimer des plastiques, des CD, des pochettes. On est capable de mettre ça dans nos baladeurs. Maintenant, ces nouveaux supports-là, ils doivent absolument être régis. Ils ne devraient pas être abolis parce que, comme Marie-Denise disait, les CD et les cassettes, ça faisait partie du régime. Maintenant, il y a les clés, les petites clés USB, il y a les baladeurs, il y a les graveurs. Tout ça, maintenant, est un support et doit être intégré parce que notre musique se ramasse là-dessus et c'est à partir de là que cette musique-là est diffusée. Il y a aussi une autre affaire que je voudrais qu'on s'assure, c'est que quand les gens parlent qu'on met une taxe sur ces produits-là, et ce n'est pas une taxe, c'est une redevance, c'est un acquis que nous devons avoir. Il ne faut pas mettre dans la tête des gens qu'on les retaxe sur quelque chose qui nous est acquis. Alors, en gros, c'est ça. Il faut absolument que ça soit géré et que ça soit qu'on marche vers le futur et que tous ces nouveaux formats-là et le nouveau format à venir ne fassent pas partie d'un débat à chaque fois qu'il y a un nouveau format et que ça rentre directement dans le régime de la copie privée avec ces supports-là, tels le CD et la cassette qui est complètement en déclin, qui ne se vendent plus. Merci. Merci beaucoup. Micro numéro 1, s'il vous plaît. Number 1, please. Mr. Moore. Mike 1, Monsieur Moore, merci pour ces assemblées publiques. Je suis ravie de voir que tellement de gens sont à le droit d'auteur. Moi, je suis président à la Guilde. Je suis aussi au Canada Public Policy Leadership Programme et surtout, je suis un compositeur. Je représente un grand nombre de créateurs qui ne sont pas riches, qui vivent de la monétisation de leurs droits d'auteur. Il est clair que la loi n'est plus à jour et ne reflète plus les réalités actuelles. Nous tous dans cette salle avaient sans doute violé les droits d'auteur et c'est certain. Mais en rédigeant cette nouvelle loi, vous devez considérer certaines choses. Il faut reconnaître que la monétarisation des droits d'auteur est nécessaire pour les créateurs pour gagner leur vie. C'est ce qui va payer pour mes enfants et pour mon hypothèque. Il faut reconnaître que l'Internet a tout changé et que les habitudes des consommateurs ne vont pas changer. Les gens vont continuer à partager les dossiers et vont trouver une façon de faire ce qu'ils ont à faire, que ce soit légal ou non. Il s'agit surtout de rendre tout cela monnayable pour que ce soit légal, pour que les gens ne soient pas pénalisés, mais qu'on trouve plutôt une façon de rémunérer les artistes. Par exemple, à McGill, ils voulaient limiter la bande passante pour le téléchargement et la Student Society a dit non, on veut continuer le téléchargement.
Et ça, c'est pas de première main. Alors, j'ai peut-être pas tout raconté. Le VP a dit, on peut pas se payer toute cette bande passante. Alors, la Société des étudiants a dit, ça coûterait combien? VP a dit, tel montant. Et les étudiants ont dit, on est prêt à le rajouter à nos frais. Et nous savons tous que les étudiants sont les consommateurs les plus limités. Et si on leur donne pourtant l'occasion d'accéder à des frais justes et qu'ils acceptent, je crois que le public en général va l'accepter aussi, surtout si c'est juste et simple. Le droit d'auteur, pour moi, si quelqu'un va être rémunéré pour mon travail, je veux être rémunéré aussi. Il y a toujours, c'est toujours si on regarde le Globe and Mail ou autre, on voit que il y a beaucoup de naïveté par rapport au droit d'auteur. C'est beaucoup plus compliqué. Lorsque je négocie un contrat, c'est toujours difficile de convaincre les gens de la valeur de ma propriété intellectuelle parce que c'est subjectif plutôt qu'objectif. Alors, veuillez tenir compte de tout cela en rédigeant votre projet de loi. Merci, j'ai fini. On va aller en ligne. Alors, bonjour, mon nom est Annie Morin. Je suis directrice de la Société de gestion collective de l'Union des artistes, Artisti, et je suis également présidente de la Société canadienne de perception de la copie privée. Et aujourd'hui, j'ai également m'exprimer au nom de l'Union des artistes, car pour des raisons qu'on ne s'explique pas encore, l'Union des artistes, qui est quand même une association d'artistes interprètes de premier plan, je croirais, n'a pas encore été invitée à une table ronde à ce jour. Donc, je ne sais pas si l'invitation va finir par arriver. On aimerait beaucoup aussi pouvoir s'exprimer dans le cadre d'une table ronde. Mais je vais néanmoins pouvoir vous parler un peu au nom de l'Union des artistes. Donc, je crois que vous avez déjà entendu de certaines personnes qui sont exprimées aujourd'hui l'importance d'étendre le régime de la copie privée à toute nouvelle technologie qui pourrait éventuellement servir à faire des copies de musique pour un usage personnel, des copies privées de musique qu'on appelle. Effectivement, la redevance pour la copie privée, ce que ça signifie, c'est que depuis sa création, l'an 2000, il y a eu près de 160 millions de dollars qui ont été répartis entre les ayants droit de la musique. Et quand je dis entre les ayants droit de la musique, on s'entend, c'est pas juste 2-3 stars qui reçoivent cet argent-là, on parle de 97 000 ayants droit. Alors pour eux, c'est vraiment quelque chose de crucial, de vital. Et je ne saurais trop vous demander de pouvoir étendre ça pour enfin que, malgré le fait que les ventes de CD et de cassettes audio vierges décroissent à un rythme complètement effarant, la redevance puisse rester là, parce que c'est de l'argent qui va dans les poches de ces créateurs-là. Et quand les gens reçoivent ces chèques, moi, comme directrice d'Artisti, on reçoit des appels chez Artisti. Et ce que les gens disent, c'est « Merci, j'ai reçu mon chèque de copie privée, je vais pouvoir payer mes impôts. » Il y a ça. Et merci, je vais boucler ma fin de mois. Et il y a même des gens qui nous ont dit « Wow, qu'est-ce que j'aurais fait pendant l'année où j'étais en chimiothérapie si je n'avais pas eu ces redevances-là? » Alors, c'est une source vitale. C'est une des sources de revenus qui font en sorte que ces artistes-là puissent continuer à créer. Et la création, c'est important pour la réverbération de la culture canadienne. Alors ça, c'est un premier point. Même que le régime de copie privée, en fait, pourrait être étendu à d'autres choses. Ça pourrait être éventuellement étendu, non pas simplement strictement au domaine sonore, mais au domaine de l'audiovisuel, parce que les gens font aussi pour leur usage privé des copies de films ou encore d'émissions de télévision. Alors, également, bien entendu, dans le cadre d'une réforme sur le droit d'auteur, il y a eu des traités qui ont été, depuis un certain temps, pris par l'OMPI, comme le WPPT ou encore le traité sur les interprétations, les exécutions et les phonogrammes. Alors, ces traités-là prévoient un ensemble de droits exclusifs qui peuvent être accordés aux artistes-interprètes ainsi qu'aux producteurs de phonogrammes. Et évidemment, on serait très satisfait que ces fameux droits exclusifs soient intégrés dans la loi et également qu'ils s'appliquent évidemment à toute prestation, même aux prestations qui sont existantes au moment où effectivement ils seraient intégrés dans la loi. Ça demande bien entendu qu'il y ait un régime transitoire, on en est conscient, mais un régime transitoire qui, espérons-le, n'évinceront pas les artistes-interprètes de ces droits-là qui viendront de leur être accordés. Merci. Donc, on vous demanderait de prêter. Merci. C'est fini. Mais regardez la petite lumière. J'aurais bien d'autres choses à dire, mais je vous invite à nous inviter, des artistes, s'il vous plaît, à une table ronde.